tout le monde, merci d'être venus si nombreux pour voir de la doc incroyable. Il se trouve que la doc c'est important. Oui, aujourd'hui je vais parler de codifier PHP, donc écrire de la documentation. Et on va faire le tour d'horizon de php.net, tous les repos et de comment le site web est fait, la doc, tous les repos de comment la doc est faite. Et après, on va regarder tous les outils anciens et nouveaux pour générer de la doc et sur un nouvel outil que je travaille depuis 1 an, un peu, des fois oui, des fois non, pour générer de la doc et le guide de migration de PHP. Donc à propos de moi, je suis contributeur de la doc depuis 2018 sur la doc française, c'est avec laquelle j'ai commencé. Si Jean-Baptiste est là, il se reconnaîtra d'avoir soumis et accepté toutes mes PR sur SVN, comme à la belle époque. Puis je suis passé sur la doc anglaise en 2019, et après j'ai commencé à faire du core dev parce que je me suis dit, il y a quand même beaucoup de trucs bizarroïdes dans PHP, et ça serait bien de fixer ça, et puis tu réalises que c'est compliqué de fixer un langage qui à l'époque avait 25 ans, et qui maintenant en a 30. Et oui, depuis 2022, je suis financé par la Fondation PHP, qui, je fais un peu le petit speech comme d'hab, qui est un peu votre assurance vie, ou l'assurance vie de votre entreprise plutôt, que PHP est maintenu, les bugs sont fixes, que s'il y a un bug de sécurité qui arrive, qui peut être adressé à temps. Et la manière de sponsoriser, peut-être de vendre à votre entreprise, de sponsoriser la Fondation, c'est que vous ne prenez pas une assurance contre un incendie, lorsque le feu est là, on le fait avant. Vous pouvez me trouver sur Masto, aussi sur LinkedIn, même si je ne fasse pas trop, sur GitHub si vous voulez vraiment me follow. Et après, les slides seront sur mon site web à la fin ou à un moment, ou harcelez-moi sur Masto pour me dire hey, ils sont où tes slides voilà. Donc on va parler un peu de PHP.net. PHP.net, c'est beaucoup de repos un peu divers et variés, mais le site web principal, c'est dans le repo PHP Web PHP, qui a tout genre de la barre de recherche, les redirections, les notes d'utilisateurs, les pages pour les releases, quand les versions sont en fin de vie, et plein d'autres choses. Mais pas la doc en elle-même. La doc en elle-même, elle est faite plus tard et on va en parler. Il y a d'autres repos comme Web Analytics, qui depuis, je crois, l'année dernière, on a ajouté Matomo pour avoir des analytics pour savoir quelles pages web sont visitées. Parce qu'avant ça, on n'en avait aucune idée, donc c'était bien. Le premier truc qu'on avait réalisé, c'était que il y a beaucoup de gens qui se servent de la page download, et notre page download, elle est pourrave. Je crois récemment, il y a Derek Ressens qui a retravaillé sur la page download, et maintenant c'est un peu, on peut sélectionner c'est quoi votre OS, et ça fonctionne, enfin ça vous indique comment installer PHP de la manière la plus adéquate. On a aussi ce énorme repository qui s'appelle Web PHP Distribution. Ce repo contient tous les binaires, et je veux dire tous les binaires de chaque version de PHP, qui remonte jusqu'à PHP 1. N'essayez pas de clone le repo. Vous allez en avoir pour des heures. Après, il y a PHP Web Shared, qui est un repo qui principalement a du CSS et d'autres fichiers PHP qui servent à harmoniser tous les différents sites PHP sous la même interface du genre. Donc, en général, pour faire tourner quelque chose en local, il faut choses diverses et variées. Mais PHP.net, ça a aussi plein de sous-domaines différents. Il y en a certains que vous ne connaissez pas du tout, genre main, qui sert principalement pour soit webmaster ou pour faire le triage et supprimer les notes utilisateurs de notre côté. Il y a le sous-domaine news, qui a toutes les mailing lists de PHP, donc principalement la liste interne de PHP, qui on peut aussi regarder sur externals.io, mais news est aussi la manière de voir tous les threads. Et même si vous voulez contribuer, si vous n'êtes pas souscrit à internals.net, enfin à la liste interne d'internals, mais que vous voulez répondre à un thread, mais vous n'avez pas reçu le message original, sur news, vous pouvez recevoir un lien qui vous permet d'écrire un mail et que ça soit threadé automatiquement bien dans le thread. Wiki, c'est là où il y en a le wiki, on utilise principalement pour les RFC. C'est grosso modo un docu wiki avec quelques modes.
Parce que PHP fait bien ça, c'est on prend un truc et puis on écrit dans le dossier vendor. Bon, on va dire que des pratiques d'il y a 25 ans sont toujours un peu là. Peoples, qui est le sous-domaine où vous pouvez voir tous les utilisateurs qui ont un compte de versionning de PHP et qui techniquement peuvent voter sur les RFC. Il y a à peu près 1800 personnes dessus. Il y a une barre de recherche si vous voulez trouver des gens. Et il y a des gens, des fois, qui mettent des bios, mais aussi qui disent quel repo les gens ont accès. Il y a Downloads, qui est une API interne qui permet d'upload les extensions PKL, PHP et libwindows, principalement pour Windows, vu qu'on sert des binaires et des DLL pour Windows. Doc, on va en parler un peu plus tard, mais c'est le site du tutoriel pour contribuer à la doc. Bugs, c'est l'ancien bug tracker de PHP. Maintenant, c'est les issues, mais il est toujours live, principalement pour que si on fixe des bugs anciens, il y a une archive et qu'on puisse mettre à jour les statuts. Il y a quelques sous-domaines qui étaient anciens et qui ont été supprimés et archivés. Récemment, c'était QA qui servait de comment écrire des tests pour PHP SRC. Et d'autres divers et variés, techniquement pour les release managers et pour des gens qui faisaient les distributions, ou pour juste test et envoyer des rapports de bugs complets via un mail, même si je crois que personne ne les avait lus depuis 15 ans au moins. Et après, il y avait Gcov, qui servait pour faire du code coverage sur la codebase C, qui maintenant est géré par Codecov, principalement parce que la machine était trop vieille et ne permettait plus de compiler PHP, je crois 7.3 ou 7.4. Et la mise à jour a été trop compliquée, donc on était en mode, bon, bah, on va juste tuer le site web parce qu'il y a d'autres outils plus adaptés. La documentation, c'est plusieurs repos, principalement DocBase, qui est un fourre-tout. Il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des scripts QA, il y a des... Ouais, je vais en parler après. DocEN, c'est la source XML anglaise. Donc il y a toute la doc est incluse dans DocEN. Donc toutes les docs pour les classes, les références, les extensions, la syntaxe et tout. Doc, n'importe quelle langue. C'est la traduction d'une certaine documentation. Donc, par exemple, pour la traduction française, c'est DocFR. Pour la traduction japonaise, c'est DocJA. On a PHD, qui est le renderer qui prend les docs XML, enfin les sources XML et qui font le rendu HTML final. La blague, c'est qu'il faut un doctorat pour comprendre la codebase, parce que elle est vachement vieille. Et puis, doc.php.net, comme j'en ai parlé avant, qui a aussi le tuto, mais il sert aussi pour le ref check pour les traductions, qu'on va en parler un peu plus tard. Je vais vérifier où j'en suis niveau temps. Cool. Donc PHP DocBase, c'est le squelette du manuel. Ça définit des entités XML pour les liens et pour d'autres choses diverses et variées, des choses qui sont un peu immuables. Après, on a le schéma RelaxNG de DocBook 5.2. Qui est le schéma XML qu'on utilise dans la doc. Alors, c'est un petit mensonge, c'est DocBook 5.2 avec un tout petit changement dans le schéma, parce qu'en fait, il y avait un backwards compatibility break entre DocBook 5.1 et 5.2 qui ne s'était pas rendu compte. Donc, en fait, c'est DocBook 5.2 avec une mini-modif de 5.1, où j'ai essayé de participer et de dire aux gens qui maintiennent le standard de le mettre à jour et de le corriger. Le problème, c'est qu'apparemment Oasis, qui est l'organisme de standard, pile au moment où je voulais soumettre un mail, ils ont migré toute leur messagerie et depuis 2 ans, c'est cassé. Voilà. Donc j'ai réussi à parler à quelques gens via des issues GitHub qui m'ont redirigé et qui m'ont dit que oui, on va essayer d'en parler. Mais le mailing list officiel, toujours cassé. J'ai réessayé il y a 2 mois, toujours ne fonctionne pas. Voilà, c'est un peu gênant. Malheureusement, les schémas RelaxNG sont mal supportés par libxml, qui est ce qu'on utilise dans PHP pour faire du traitement XML. Donc on utilise un programme qui s'appelle Jing, qui est écrit en Java, qui est fait par les créateurs aussi du schéma de la syntaxe RelaxNG, qu'on utilise pour valider la doc générée entière.
Après, on a plein, comme j'ai dit, on a plein de scripts de QA divers et variés, plus ou moins maintenus. On ne sait toujours pas s'ils fonctionnent. On a DocGen, qui est cet outil un des outils de documentation, enfin, pour générer de la documentation, que je vais parler un peu plus tard. Il y a aussi le tuto pour contribuer à la doc qui est écrit en Markdown. Et on a le fichier configure.php qui sert à tout orchestrer pour pouvoir générer la doc après, pour pouvoir passer un gros fichier .manuel.xml pour que PHP puisse faire le rendu. Et il faut une hiérarchie de dossiers très spécifique pour faire le rendu. Donc si jamais vous avez essayé de configurer la doc et que vous avez des erreurs incompréhensibles, c'est sûrement à cause de l'hierarchie de dossiers. Donc en parlant de hiérarchie de dossier, on va parler de docen. Donc pour configurer, il faut que le dossier s'appelle en. Il ne faut pas qu'il s'appelle docen, il s'appelle en. Vu que c'était comme ça sur SVN avant. Il y a des grandes catégories de familles de doc dans le dossier avec des fichiers XML. Il y a les guides d'immigration et les appendices dans le dossier appendice. Quelle surprise. Il y a un dossier chapter qui a l'intro et un tuto de PHP qui n'est pas très maintenu. Il y a aussi FAQ, parce qu'il y a une section FAQ sur le site web dans la doc qui est aussi pas forcément bien maintenue. Et principalement parce qu'on ne voit pas trop l'utilité en général. Similairement pour features, ce qui explique que oui, dans PHP, tu peux faire du file upload, et on a des sessions, et on a un garbage collector. Et tu peux aussi utiliser des traces pour être sûr de qu'est-ce qui fait l'impact et pour faire du profiling, qui donne vraiment l'âge de PHP, que c'est un langage qui a 30 ans, parce que je pense que c'était très pratique en l'an 2000 de voir c'était quoi les grosses features de PHP et pourquoi on devrait utiliser PHP. Mais de nos jours, ce dossier il est un peu moins utile. Install, c'est l'un des dossiers qui explique toute la manière d'installer PHP sur Linux, sur Windows, qui parle de Py, qui parle de Pickle, qui parle de Composer, plein d'autres choses. Tout ce qui est lié grosso modo à l'installation de PHP et des extensions sur votre machine. Puis on a le dossier langage qui décrit la syntaxe, le typage, les opérateurs, les features de programmation orientée objet de PHP, etc. Et il y a deux sous-dossiers dedans qui sont assez importants. C'est le sous-dossier predefine qui définit toutes les classes, interfaces et variables prédéfinies, telles que throwable, exception, les super globales et tout ça. Et puis après, il y a wrappers qui est là parce que j'imagine que c'est trop compliqué d'agréger toutes les docs autrement dans des extensions. Et ça, en fait, c'est une doc sur les wrappers pour les flux ou pour les streams. Donc techniquement, quand vous ouvrez fopen, enfin, quand vous appelez fopen pour ouvrir un fichier, vous pouvez rajouter des flux pour faire des wrappers ou des contextes pour transformer le flux lorsque vous le lisez. Référence, c'est le gros dossier de PHP, et si vous contribuez à la doc, c'est principalement là que vous regarderez dedans, parce que c'est là qui contient toute la documentation des extensions, des fonctions standards, des classes et tout, donc comme par exemple datetime. Et après, on a une section sécurité qui on essaie de garder à jour, parce que je crois à un moment, on disait des trucs assez pas à jour pour la sécurité, ce qui était un peu un comble. Mais c'est principalement quelques gros pitfalls sur la DB, enfin, quand on fait des bases de données, les sessions, de mettre à jour PHP, les librairies, les extensions et tout ça. On va regarder un peu un exemple vite fait de à quoi ça ressemble, une structure d'une extension. Donc, il y a toujours un fichier book.xml qui est un point d'entrée pour la documentation de l'extension. Et beaucoup de ces fichiers peuvent être optionnels, en fait, s'il n'y en a pas besoin ou de ces dossiers. Mais configure.xml, ça explique les options de compilation avec l'extension, si vous compilez ça manuellement sur Linux. ini.xml, c'est la description des settings ini de l'extension. S'il n'y en a pas, généralement, le fichier n'existe pas. Setup.xml, c'est un peu la glue pour d'autres fichiers, principalement ini, configure, et je crois qu'il y en a quelques autres qui ne sont pas dans datetime, pour le coup.
Constante.xml, c'est à toutes les constantes définies par l'extension, toutes les constantes globales. Version.xml, c'est un fichier assez bizarroïde en vrai, qui, en fait, on décrit toutes les fonctions et les constantes et les symboles de l'extension avec depuis quelle version ils sont disponibles. Donc, quand vous êtes sur le site, vous verrez tout en haut, en général, si vous regardez, il y a marqué PHP 4, 5, 7, 8. Oui, parce qu'on a skip 6, oui. Et c'est de là que vient l'information. Et si on ajoute une nouvelle version dans une version mineure, c'est là aussi où on le met. Et quand c'est déprécié, c'est aussi là qu'on met l'info. Donc, les fonctions, c'est un dossier fonction pour toutes les fonctions définies de l'extension. Et après, c'est la manière dont on documente les classes, c'est assez particulier. Donc, dans le dossier de l'extension, il y aura le nom de l'extension en minuscule, .xml. Donc, datetime.xml, c'est la doc de la classe datetime, mais pas les méthodes. Les méthodes sont définies ailleurs. Mais donc ça, c'est grosso modo la classe, les propriétés et les constantes. Et les méthodes, en fait, ils sont automatiquement ajoutés à cette page via les méthodes écrites dans le sous-dossier datetime. Et ça, c'est fait tout magiquement par configure que ça comprend que c'est en mode « Ah, ben, datetime, en fait, c'est là où il y a les méthodes, donc je vais modifier et je vais les intégrer dans le fichier datetime à proprement parler pour la doc. » Et là-dedans, ça ressemble comme le dossier fonction. C'est en fait, on a les fonctions, genre par exemple add.xml pour la méthode datetimeAdd. Bon. On va regarder un tout petit peu de XML pour avoir à peu près la structure. Mais une fonction, ça ressemble à ça. C'est un ref entry qui a comme idée fonction, nom de la fonction, avec d'autres namespaces. Et au début, il y a toujours un rem.nef.div avec le nom de la fonction et une petite description. Cette description, elle est utilisée dans toutes les sections, voire aussi, ou dans les références ou les appendix. C'est comme ça que la description est générée. Et puis après, il y a plusieurs sections pour décrire la fonction s'il y en a besoin. Par exemple, la description en général est là pour le synopsis de la méthode ou de la fonction. Les paramètres, toujours là. Les valeurs de retour. Cette section doit toujours exister, sauf pour les constructeurs et les destructeurs, parce qu'ils n'ont pas de valeur de retour. Error, c'est la section pour tous les warnings et les actions émises par la fonction. Si on n'en émet pas, cette section n'existe pas. Changelog, c'est le changelog de c'est un tableau de toutes les différences de la fonction à travers les versions, qui aussi on supprime. Les exemples qui devraient être existés dans chaque page, mais bon, il y a plein de pages de doc de PHP qui n'ont pas d'exemple malheureusement. Et la section voir aussi. On va juste regarder vite fait deux sections spécifiques. On va regarder la section description. Le truc principal, c'est tout ce qui est genre méthode, synopsis. C'est là, grosso modo, comment on écrit et qu'on décrit la syntaxe et les paramètres, le type de retour de la fonction. Et si ça a des attributs, par exemple, deprecated, c'est comme ça qu'on le note, avec tout la magie des symboles XML. Et une description plus longue, etc. Les paramètres, c'est un peu la même chose, c'est une liste de paramètres via le tag var variable list et variable list entry au fur et à mesure. Après, je crois qu'il y a une grosse question toujours, c'est en mode, mais pourquoi DocBooks, pourquoi pas du XML, pourquoi pas juste du Markdown? C'est bien Markdown, c'est simple à écrire, XML c'est compliqué, il faut toujours, faut apprendre le schéma et tout ça. Le truc c'est c'est standard. C'est un standard qui est utilisé pour écrire des livres techniques, pour publier des livres techniques, genre pas mal de livres Aurélie en fait utilisent le standard DocBook. C'est sémantique. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des tags pour représenter tout et n'importe quoi. Et justement, nous, et dans le renderer, on se sert de ces tags pour générer des liens automatiquement ou pour fetch des informations pour complémenter les liens. Parce que sinon, si on ferait ça en Markdown, en fait, on réinventerait une syntaxe en mode ceci, c'est une fonction, j'ai envie de crosslink et tout ça. Et bon, à ce moment-là, autant utiliser un standard et XML. Qui est bien connu et dont on a l'outil pour. Les traductions, c'est en fait un mix des fichiers XML traduits et des fichiers originaux anglais.
Donc en fait, si le fichier n'est pas traduit, ça va prendre la version anglaise. Le truc, c'est que des fois, on fait des mises à jour dans la doc anglaise, et la question, c'est comment on sait que la doc française, elle est à jour. Et pour cela, on utilise le système de refcheck, qui est un truc assez primitif. En fait, il y a un commentaire XML en haut de chaque fichier traduit qui dit que c'est quel est le commit Git dans lequel cette doc elle est basée sur le repo anglais. Et après, c'est qui est techniquement le mainteneur. Est-ce que le statut il est ready? Ça veut dire est-ce qu'on a traduit toute la page ou si c'est encore en work in progress. Et dans ce cas-là, il ne faut pas forcément dire que c'est à jour dans l'outil de refcheck. Et techniquement, reviewed, c'est pour dire que quelqu'un d'autre a fait une review de l'orthographe, de la syntaxe, de l'écriture et tout ça. Et après, on continue juste le fichier XML normal. Doc rendering, donc comment la doc a été rendue. Donc au tout début, c'était XSLT, qui est de la transformation XML. Donc en fait, ça transformait du XML en de l'HTML. J'ai jamais connu cette période. On m'a dit que c'était hyper lent à l'époque et que je crois que générer la doc prenait genre 3 heures. Donc bon, c'est pas ouf. Et aussi, c'était pas hyper compréhensible, vu que c'est beaucoup de syntaxe. En fait, c'est de la programmation, mais en XML. Donc vous écrivez des fonctions en XML. Donc ouais, pas hyper pratique. Donc depuis 2007, il y a cette nouvelle outil qui a été créé qui s'appelle PHD, qui est écrit en PHP, qui est relativement rapide. Ça génère la doc en environ 30-40 secondes. Mais malheureusement, c'est plus vraiment maintenu depuis 2012. Si vous regardez le commit graph, il y a plein de commits entre 2007 et 2012, et puis c'est un peu plat. Pour dire, j'ai 13 commits sur ce repo. Je suis 10e personne avec le plus de commits. Voilà. Si vous voulez être 5e tout contributeur sur un projet PHP, c'est ce projet qu'il faut refacto. Il y avait aussi plein de formats plus vraiment maintenus, genre le format PDF, il y a des formats large XML, small XML, enfin XHTML dans différentes versions et diverses. Mais nous, on n'utilise qu'un seul, qui est le seul qui est vraiment maintenu, c'est le format PHP. Donc voilà. Et aussi maintenant, le truc, c'est qu'il est plus hyper compréhensible parce qu'en fait, il y a plein de callables partout, mais c'est vu que c'était avant que les closures existent. Mais en fait, c'est plein de chaînes. Et en fait, c'est des chaînes de noms de méthodes qu'il faut appeler sur l'objet qui existe magiquement. Donc ça peut être un peu compréhensible, un peu difficile à comprendre, pardon. Mais ouais, voilà. Bon, parlons du truc le plus intéressant. Je vais juste vérifier combien de temps. Oh, ça va. De la génération de la doc. Donc, il y a fort longtemps, on parsait le code C pour générer la doc. Bon, on va dire que c'est pas très fiable, surtout que le code C, c'est pas forcément hyper simple à analyser, surtout si c'est juste pour extraire des données. Donc, les types d'arguments, c'était via notre fonction ZPP pour parser les arguments. Je vais parler de ça. Il y avait du undefined behavior, donc UB, en cas du comportement en cas de type invalide. Donc avant PHP 8, où j'en parlais, quand par exemple, si vous envoyez un tableau à la fonction strlen, vous n'avez pas forcément une type error. Ça pouvait retourner nul ou false ou n'importe quoi en fonction de la fonction. Aussi, les noms d'arguments pour la doc étaient un peu approximatifs. C'était beaucoup d'efforts manuels et c'est très difficile de vérifier que la doc était à jour, était correcte. Et s'il y avait des changements dans le code C, par exemple, s'il y a un nouveau paramètre qui a été ajouté, ou le type de retour a été changé, ou une exception est lancée, c'était assez difficile de raisonner sur les changements. Et le guide de migration, qui est toujours un peu le cas, il est dérivé depuis un fichier upgrading dans PHP SRC. C'est un peu basé sur j'ai écrit tout ce que j'ai modifié dans mon code. Donc normalement, quand on est core dev PHP, on fait un changement, une modification, on est obligé de traduire, enfin de dire ce qu'on a fait en anglais, dans le fichier upgrading. Bon, on va dire qu'au cours d'un an, ce fichier, des fois, il oublie quelques trucs, il n'est pas trop à jour. Donc le guide de migration, il n'est pas forcément accurate. Et aussi, le code, effectivement, était difficilement testable. La plupart de ce code n'existe plus, a été supprimé du repo. Le seul qui reste, c'est le parsing de paramètres ini encore qui existe.
Alors il y a cet outil DocGen qui utilise Réflexion, qui a été créé en 2008. Alors l'avantage, c'est que les informations elles sont correctes. Le désavantage, c'est que, encore un peu à cause de ce problème de UB, les données de réflexion n'étaient pas toujours disponibles. Donc c'est bien, je parse mon extension, mais j'ai pas forcément de données, et donc il fallait quand même faire des trucs pas mal à la main. L'autre inconvénient, c'est il faut avoir l'extension installée. Et c'est toujours difficile de raisonner sur les changements entre une version de l'extension à l'autre. Et donc le guide de migration, il est toujours dérivé depuis upgrading. Et il n'y avait pas de manière de mettre à jour une doc si elle a déjà été générée. Et encore une fois, il n'y avait pas de test unitaire. Enfin, il n'y a toujours pas de test unitaire. Donc, PHP 8 a changé quand même beaucoup de choses. Et le truc important, c'est cette RFC, qui n'a rien à voir avec la doc. Mais c'est une RFC de Nikita qui permet d'avoir tout le temps lancer des type errors en cas de type invalide pour les fonctions internes. Déjà, ça nous enlève tout ce qui est UB. Donc ça, c'est cool. Et la principale raison pourquoi c'est bien, c'est qu'en fait, ça nous permet de fournir une struct de ce qui s'appelle un arginfo en C, qui en fait décrit les arguments, les noms, les types pour les paramètres. Et avant, en fait, si on ajoutait des arginfos, en fait, ça pouvait causer un BC break un peu bizarroïde. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on n'ajoutait pas. En fait, il y avait plein de PR qui étaient rejetés pour ajouter des informations de typage aux fonctions natives de PHP, parce qu'en fait, il y aurait un BC break. Et en fait, ces données de arginfo sont utilisées dans Réflexion pour nous donner les infos, pour les exposer. Mais aussi, ce que ça a permis, c'est la création des stubs de constantes, des fonctions et des classes et des extensions, qui permet de la génération automatique de ces arginfos via le script genstub, qui est dans le fichier PHP SRC. L'autre truc qui arrive avec PHP 8, c'est les arguments nommés. Alors les arguments nommés, c'est bien, mais on a passé beaucoup de temps à renommer les paramètres des fonctions internes pour être cohérent entre les fonctions et les extensions. Le petit problème, c'est que ça nécessitait de mettre à jour la doc rapidement et correctement pour actualiser tous les noms de paramètres. Parce qu'en fait, il y avait plein de noms de paramètres qui n'étaient pas à jour. Donc, si vous voulez utiliser les arguments nommés, mais que la doc vous dit que le paramètre ne s'appelle pas comme ça, bon, c'est un peu problématique. Donc, genstub a été, on va dire, Frankenstein, où on a rajouté des trucs. Et donc, en fait, on a ajouté la possibilité de générer de la doc et de modifier de la doc via les stubs qui ont été récemment créés. Donc ça, c'est cool, parce que ça supporte l'édition de la doc. Et aussi, il n'y a pas besoin d'avoir de l'extension installée, vu qu'on se sert des stubs. Alors, le désavantage, c'est que les commandes, elles n'ont pas été définies en amont et ne sont pas hyper intuitives. Et chaque fois que j'essaie de refaire un truc, je passe 5 minutes à comprendre. La génération, elle n'est pas hyper pratique parce que si il y a des symboles qui sont définis dans .stub, il faut tous les inclure. Ça va pour faire de la modif. Mais quand on veut générer de la doc, une doc manquante, en fait, le script pense qu'en fait, que tous les autres symboles n'existent pas. Donc, par exemple, si vous avez une exception dans votre extension, il faut inclure les stubs pour tout ce qui est genre throwable et tout ça. Et donc, ça va régénérer de la doc pour throwable, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Le truc, c'est qu'en fait, c'est dans le repo PHP SRC. Et donc, en fait, c'est beaucoup de complexité ajoutée dans le repo pour des choses qui ne sont pas du tout utiles pour le développement C. Et encore une fois, il n'y a pas de test unitaire. Ce n'est pas testé. Et toujours pas de génération pour un guide de migration, et donc en fait c'est toujours approximatif. Donc l'année dernière, j'en avais un peu marre, et je m'étais dit, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de mieux? Donc ça, c'était un peu les objectifs. Déjà, que ça soit testé et que ça soit testable. Que ce soit indépendant de la doc de PHP et de PHP SRC, donc en fait, peu importe ce que fait la doc, on n'est pas lié à ce qu'elle fait, et peu importe ce que fait le langage, on n'est pas lié à ce que ça fait. Et de générer une bonne génération via stub, de créer en partie le guide de migration, et en bonus, peut-être d'avoir de l'analyse statique. Donc j'ai créé cet outil qui s'appelle stub to docbook, qui utilise la nouvelle API DOM de 8.4 pour parse docbook et tout ça, principalement parce que l'ancienne API n'était pas hyper cool niveau typage. J'utilise une librairie qui s'appelle Better Reflection, qui est faite par Rov, pour parse les stubs, qui permet de parse les stubs et de voir réflexion sans en fait load quoi que ce soit. Il faut hook un peu dedans pour pouvoir populer la méthode guessExtension, mais ça c'est assez simple. Tout est testé via PHP Unit.
Et j'ai de l'analyse statique avec PHP Stan. Au niveau 7, parce qu'au-dessus, ça me dit toujours que j'appelle des trucs sur des méthodes ou des classes qui n'existent pas, parce que c'est du parsing doc, et donc ça c'est du XML, et ça c'est pas forcément ce que ça fait. Et j'ai dû faire un fixe sur PHP Stan et sur les stubs de JetBrains, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Principalement, la structure, c'est toutes les données sont unifiées, enfin toutes les métadonnées sont unifiées. Donc j'ai une classe attributs, les initialisateurs, les types, les constantes et tout. Et en fait, il y a grosso modo 3 fonctions. From reflection data, ça prend des données réflexion et ça parse de ça. Il y a parse from some tag, parce que des fois, il y a les constantes, par exemple, il y a 3 manières différentes que c'est écrit en XML pour les générer. Et après, il y a la manière de output, faire du XML. Et on a une manière de faire des diffs qui permet de comparer des listes de symboles et de déterminer les nouveaux symboles, les symboles à supprimer et les symboles obsolètes. Et le gros to-do à faire, c'est quand les symboles sont modifiés. Et pour les types de constantes, j'ai fait ça à la main quand je faisais du prototypage et tout ça. Mais aussi, c'est un fonctionnement très similaire pour comparer 2 listes de symboles ou par le general stub ou pour comparer entre la doc et un stub. Donc il y a pas mal de to-do si ça vous tente de venir m'aider. Il y a quelques trucs simples à faire, genre rajouter du CI pour du code coverage et du code linting. Mais il y a des trucs un peu plus compliqués, comme de la modif de la doc, supporter les classes que je n'ai pas encore fait, les diffs, et meilleure génération de tout. Et je voulais faire une démo que j'ai pas trop le temps, mais aussi j'ai réalisé que la démo prenait à peu près 6 minutes sur mon laptop au lieu de mon desktop. Donc je vais juste montrer vite fait les outputs. En fait, j'ai 2 fonctions actuellement en prototype qui s'appellent parseStub. Donc en fait, j'ai une manière d'avoir des stats qui fait que il y a des constantes qui ne sont pas documentées, des constantes qui sont documentées avec les mauvais types, c'est cool ça, et le nombre de constantes valides et qui en fait génère un fichier HTML un peu plus lisible pour voir ce qu'il y a. Une partie des choses, c'est juste parce que la manière dont surtout pour DOM, la manière dont sont encodées dans la doc XML les constantes, j'arrive pas à les parser correctement. Donc ça, c'est un autre truc. Et le deuxième truc que j'ai fait, c'est une diff pour les guides de migration entre 8.4 et 8.5 pour les constantes et les fonctions. Donc déjà, je suis arrivé à peu près vers ce que je voulais faire. Ça, c'est cool. Donc voilà. Et je vais juste revenir sur mes slides pour dire merci de m'avoir écouté et d'avoir appris de la doc. Il y a du temps pour des questions, normalement, je pense, et aussi, si vous pouvez me laisser du feedback, principalement parce que j'étais parti sur une idée pour donner le talk, et j'ai réalisé lors de l'écriture que ça ne fonctionnait pas vraiment, donc j'ai un peu tout réécrit, et donc je ne sais pas si il est hyper bien. Donc tout le feedback serait vachement apprécié. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pour une question. On a du temps pour une seule. Vous savez que ce n'est pas la pause déjeuner après. Hein. Il y a encore un talk. Hein. Je dis juste, hein, voilà. Merci pour la conf. Juste pour se rendre un peu compte du travail que ça représente, alors c'est pas directement lié à la doc, mais entre 2 versions de PHP, est-ce que tu as une idée de combien il y a de commits qui sont faits, à peu près? Oula ça dépend. Surtout qu'il y a certains d'entre nous, on s'est mis à plutôt faire des commits atomiques, donc en fait, on a beaucoup de commits. Mais ça serait une bonne idée de faire une diff, mais j'ai envie de dire peut-être autour de genre 2000 commits, à peu près. Peut-être 1000, mais ballpark dans ces eaux-là, je dirais. Donc ouais, voilà. Ouais. Mais après, beaucoup de commits, c'est du refacto, donc c'est pas forcément des choses qui impactent la doc. Mais ouais, voilà. Je sais pas s'il y a le temps encore pour une question ou pas du tout. Non? Ok. Non. Bon, ben merci. Si vous voulez me parler, juste cherchez-moi et voilà.